Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Merci aussi à toutes celles qui organisent ce très beau festival international pour réfléchir quant à l'avenir des médias. L'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir justement au financement de l'audiovisuel public. Alors dans ce domaine, on vit une période un peu particulière parce qu'on vient de l'entendre à la suite de la discussion que vous avez écoutée, entendue. Le besoin d'audiovisuel public n'a jamais été aussi fort, notamment pour lutter contre les fake news, et on a besoin de pôles de certitude pour comprendre le monde qu'on traverse, pour comprendre la complexité aussi de ce qu'on vit et de ce qu'on traverse. Et dans le même temps, les questions quant au financement de l'audiovisuel public n'ont jamais été si nombreuses, et l'incertitude quant au financement plus général de l'audiovisuel public n'a jamais été si incertain. Et c'est pour tenter de réunir et de comprendre cette contradiction qu'on a souhaité mettre en place cette discussion. Et je remercie énormément nos deux intervenants. Julia Cagé, que vous connaissez très certainement, elle est professeure d'économie à Sciences Po Paris, autrice de Contre Bolloré pour une télé libre, c'est paru au Seuil en 2022, co-autrice également de L'information est un bien public, refonder la propriété des médias, c'est paru chez Benoît Huet au Seuil en 2021, et la co-autrice plus récemment d'un rapport qui est paru à la Fondation Jean Jaurès et qui réfléchit justement à la façon dont on pourrait moderniser la redevance. On en reparlera évidemment. Avec nous également le sénateur Jean-Raymond Hugonet. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes sénateur de l'Essonne, vous êtes membre de la commission Culture, Éducation et Communication du Sénat et vous êtes le co-auteur d'un rapport passionnant et dense intitulé « Changer de cap pour renforcer la spécificité, l'efficacité et la puissance de l'audiovisuel public ». Ce que je vous propose, c'est de lancer cette conversation avec nos deux intervenants et puis surtout de vous faire réagir et interagir. Donc je vais lancer une première salle de questions, mais n'hésitez pas à manifester votre intérêt et surtout vos questionnements. Et on fera circuler un micro au fil de la conversation pour que vous puissiez discuter également avec Julia Cagé et Jean-Raymond Hugonet. Julia Cagé, la première question que je voulais vous poser avant d'entrer dans le détail du financement, de sa réforme, de son avenir et des missions même du service public, je voulais vous demander pourquoi il est plus nécessaire que jamais, sans doute, d'avoir un service public fort et donc d'assurer son financement. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'il est plus nécessaire que jamais d'avoir un service public fort parce qu'on a des médias privés de plus en plus concentrés. Et d'ailleurs, c'était un des arguments qui était souvent utilisé quand on parlait de la possible fusion entre TF1 et M6 qui finalement ne s'est pas faite. C'était de dire, bon, c'est pas grave si on a un pôle privé fort en position dominante, tant qu'on a un service public de l'audiovisuel, que ce soit la radio ou la télévision, suffisamment fort pour bien informer les citoyens. On voit aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup de difficultés à réguler l'audiovisuel privé, qu'on a un certain nombre d'outils entre les mains, que ces outils sont insuffisants. Ça s'est encore vu dans l'actualité récente avec ce qui a pu se passer sur C8. Il y a pas mal de gens qui ont bondi en disant comment un animateur peut insulter en direct un député de la République, mais en fait pour tous ceux qui ont analysé sur le long terme le changement de ligne éditoriale, d'abord d'ITélé devenu CNews et ensuite de C8, finalement c'est un peu que la pointe de l'iceberg. Donc il faut avoir un service public fort de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de réguler l'audiovisuel privé, mais on a quand même un audiovisuel privé de plus en plus concentré, qui subit aussi un certain nombre de fragilités d'un point de vue économique, avec un marché de la publicité qui est reparti, mais une audience qui s'effrite face à la concurrence des plateformes. Et puis il y a la question qui vient d'être traitée dans la table ronde précédente, qui est la question des fausses informations, de la circulation des fausses informations. Et finalement, cette demande des citoyens récurrente qui est de savoir où s'informer, où bien s'informer, comment bien s'informer. Je pense qu'une des choses dont on souffre le plus aujourd'hui dans l'écosystème des médias, c'est quand vous interrogez les citoyens sur la source de telle ou telle information, assez souvent aujourd'hui, ils vous répondent les réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens, vous allez leur dire « Ah, est-ce que vous avez vu passer ça ?» Ils vont vous dire « Oui, on a vu passer ça, ou ça sur Facebook. » Alors qu'en fait, ils n'ont pas consommé l'information sur Facebook. Ils ont vu un lien sur Facebook, ils ont cliqué sur ce lien qui les a amenés sur un site. Et ce site, ça aurait pu être France Info Télé ou le site d'un média privé ou le site d'un journal. Mais en fait, ils ont oublié la marque associée. Donc en fait, ils n'arrivent plus finalement à associer une marque, à associer une source d'information à l'information qu'ils ont consommée. Pourquoi c'est important ?
Pas parce qu'on doit voir les médias comme des marques dans un pur sens commercial, mais parce qu'en fait, la source de l'information, ça nous dit quelque chose de la qualité de l'information et de la crédibilité de l'information. A priori, si vous consommez une information sur le site de France Info TV, bah, vous pouvez faire confiance à cette information. Ça ne veut pas dire que les journalistes ne se trompent jamais, tout le monde, enfin l'erreur est humaine, mais en général, vous n'allez pas douter finalement de la véracité de cette information. Ensuite, si vous la consommez sur un site qui est un site qui publie à intervalles réguliers des fake news, bah là, vous avez à interroger cette information. Et en fait, du coup, ce qu'on a à reconstruire, c'est finalement le lien entre les citoyens et les médias qu'ils consomment, et les mieux à même de le faire, en partie d'ailleurs, parce que les citoyens financent ou finançaient à travers leurs impôts l'audiovisuel public, bah, c'est justement la radio et la télévision publique. Jean-Raymond Hugonnet, je vous retourne la question. Pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, ou peut-être pas, vous nous le direz, un service public de l'audiovisuel fort? Après, c'est compliqué de dire qu'il n'en faudrait pas dans cette maison, mais je vous en prie. Mais tout est possible, y compris dans cette maison. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Je pense qu'au moins, la crise du Covid a eu un gros avantage, c'est qu'elle a permis de déterminer, et je crois que peut-être pas 100% des Français pensent ça, mais qu'une très très large majorité sait que maintenant, un média public est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il est public, il doit être de qualité. Et comme il est de qualité, il doit dire la vérité, plus qu'on va la trouver sur Facebook, sur n'importe quel autre. Voilà ce que nous a enseigné la crise du Covid. Parce que, avant la crise du Covid, je ne voudrais pas citer le président de la République, mais on sait en 2017 ce qu'il avait dit de l'audiovisuel public. Et beaucoup de Français le pensaient. Parce que si le président de la République l'avait dit, je pense qu'il maîtrise parfaitement sa parole et il sait très bien ce qu'il disait. Et donc, après la crise du Covid... En l'occurrence, sur ce point, il y a beaucoup de sondages, d'études qui montrent justement que les Français ont un attachement à l'audiovisuel public et qu'ils n'étaient pas nécessairement en phase avec ce qu'avait dit le président de la République. Absolument. Mais les sondages, vous savez, quand on est politique, on sait ce que c'est. En tout cas, s'il l'a dit, c'est qu'il le pensait, certainement, et que si, étant chef de l'État, je pense qu'il avait réfléchi par 2 fois avant de le dire, et que après la crise du Covid, tout le monde sait qu'il y a besoin, parce qu'il y a une appétence vers la vérité. Or, on sait qu'un média public, pour diverses raisons, y compris dans cette maison, est celui qui va se rapprocher le plus de la vérité. Ensuite, il y a la façon de la présenter, où là, d'aucuns peuvent penser qu'il y a une orientation. Mais en tout cas, sur la base même, sur l'information de qualité, on la trouve sur le service public. Voilà. Et donc, je pense qu'à partir de cette crise du Covid, il y a nécessité d'avoir un service public de l'audiovisuel, ce qui n'était pas forcément, encore une fois, gagné avant cette crise. Julia Cagé, je voudrais interroger la première partie de votre première réponse. Vous avez expliqué qu'il fallait un audiovisuel public fort, notamment parce qu'il était compliqué, parfois difficile, de réguler la part privée, je dirais, de l'audiovisuel. Et dans ce domaine-là, on imagine bien pourquoi. Mais on pourrait vous rétorquer qu'au fond, il faudrait peut-être simplement une meilleure régulation. Mais qu'est-ce qui fait la nécessité peut-être du service public de l'audiovisuel, indépendamment du secteur privé ? Pourquoi l'audiovisuel public est associé à une information de qualité ? Parce que l'audiovisuel public a sorti l'information du domaine du marché. Moi, j'aime bien définir l'information comme un bien public. C'est un bien public parce que c'est un bien qui est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement une personne, une voix, c'est une personne informée, une voix. Si vous n'êtes pas informé quand vous allez voter, soit vous votez au hasard, soit votre vote est en partie capturé par ceux qui vous ont désinformé. Donc on a tous besoin d'informations finalement quand on va aller voter. Cette information, quand elle est produite par des médias privés, on peut avoir soit des médias privés à but non lucratif, donc là c'est une manière finalement de sortir l'information de la logique du marché. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est ceux qui sont associés à des médias de grande qualité. C'est par exemple le cas du Guardian au Royaume-Uni. Et puis, il y a les médias privés à but lucratif. Les médias privés à but lucratif, ils ont 2 objectifs différents. Un objectif, certes, produire de l'information et produire du divertissement. Puis un deuxième objectif, produire du profit. Ce profit qui va servir à verser des dividendes à leurs actionnaires. Pourquoi ça pose
pose un problème. Parce que souvent, en fait, on se retrouve avec une espèce de contradiction où vous devez à la fois satisfaire les citoyens qui consomment de l'information et satisfaire vos actionnaires. Et régulièrement, pour satisfaire vos actionnaires, vous allez faire quoi? Vous allez couper dans les dépenses et vous allez réduire la taille des salles de rédaction. Vous allez faire de moins en moins d'informations. On ne va pas faire un débat sur Vincent Bolloré, mais une des stratégies de Vincent Bolloré, depuis qu'il a mis la main sur le groupe Vivendi et sur Canal, C8 et CNews, ça a été de faire partir des journalistes et de faire de l'information sans journalistes, c'est-à-dire d'arrêter de faire de l'information. On l'a vu aussi récemment dans l'actualité avec ce qui est en train de se passer avec les nouvelles acquisitions de Reworld, qui fait l'acquisition de médias pour les vider de leur rédaction et finalement en faire simplement des fermes à contenu qui rapportent quoi? Des revenus grâce aux clics qui sont des revenus publicitaires. Donc en fait, on a cette tension du côté des médias privés entre la manière de produire une information de qualité tout en étant rentable. Et cette tension-là, on a du mal à la résoudre. Elle était facilement résolu à un moment où il n'y avait pas beaucoup de compétition dans le secteur des médias. Je pourrais remonter à l'époque où il n'y avait que des journaux, mais c'est également le cas en fait jusqu'aux années 60, 70, début des années 80. Puis il va y avoir un virage dans les années 80 qui va s'accélérer au début des années 2000. Pourquoi ça marchait encore pas trop mal? Parce qu'on avait des médias rentables avec un marché publicitaire en fort développement. Ce marché publicitaire, il n'a cessé de s'étendre au cours des dernières années, mais il a notamment bénéficié aux GAFA, aux acteurs du web. Et si vous prenez les revenus publicitaires des journaux papier, si vous prenez les revenus publicitaires des radios privées ou des télévisions privées, en fait, ils continuent de s'effriter petit à petit. Donc ils ont un problème de ressources et pour faire face à ce problème de ressources, ils font quoi? Ils coupent dans les dépenses, ce qui du coup a un effet direct sur vous citoyens parce que vous allez être moins bien informés. On n'a pas ça avec le service public de l'information. Le service public de l'information, il produit quelque chose, un bien public, mais en face de cette dépense, en face de cet investissement, quand on a de l'investissement en journalisme, on n'a pas de recettes. C'est d'ailleurs un des problèmes, d'après moi, de l'approche, disons, du président de la République de l'audiovisuel public et notamment du fait qu'il y a eu beaucoup de remises en question en fait au cours des dernières années. Pas seulement aujourd'hui de la redevance, mais avant du financement de l'audiovisuel public avec des remises en question des coms, c'est qu'on disait à l'audiovisuel public, vous ne gagnez pas assez d'argent, donc il va falloir faire plus d'efforts financiers. Sauf qu'en fait, l'audiovisuel public n'est pas censé gagner de l'argent, il n'y a pas de revenus de l'audiovisuel public, il y a un financement de l'audiovisuel public qui se faisait un peu par la publicité, et à la limite, moins il y en a, potentiellement mieux c'est ça qui permet de distinguer l'information publique de l'information produite par les médias privés, un peu par la publicité et puis surtout par la redevance. Donc c'est ça en fait qui fait que fondamentalement l'information qu'on va trouver dans les médias publics ne sera jamais la même que l'information qui peut être produite par les médias privés, parce que l'objectif de celui qui produit l'information n'est pas le même. Pour les médias publics, le seul objectif, c'est de produire un bien public, tant que ces médias publics sont indépendants. Quand on a un problème de remise en cause de leur indépendance, ce qui risque de se poser dans les prochaines années avec la remise en cause d'un financement affecté, alors là, on n'a plus simplement une dimension d'information comme bien public, mais on peut avoir le problème de l'utilisation à des fins politiques de l'audiovisuel public. Allez, on va entrer justement dans le détail du financement de l'audiovisuel public. La loi de finances rectificative pour 2022 a prévu la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, ce qu'on appelle la redevance. C'est un bouleversement majeur pour l'audiovisuel public et pour le monde de la création française qu'on oublie parfois. Monsieur le sénateur, est-ce qu'il fallait supprimer cette redevance ou est-ce qu'il fallait plus généralement la moderniser? Merci pour cette question, mais je fais toujours très très attention aux questions. C'est même plus une question, puisque la messe est dite, si vous me permettez l'expression, pour un représentant de la République. La messe est dite, le président de la République a décidé, dans une période électorale, de supprimer la contribution. Il a donc, là aussi, passez-moi l'expression, payé une tournée aux Français qui la payaient à 138 €, et j'ai pas vu grand monde dans la rue pour se plaindre. Absolument personne même. Voilà. Et là, encore une fois, dans cette deuxième bombe qu'il lâche, la première à laquelle je faisais référence en novembre 2017, c'était devant un parterre de députés de la République En Marche éberlué, il avait dit « L'audiovisuel public est une honte pour nos concitoyens ». Ça, c'était 2017. Alors la difficulté, c'est que pendant 5 ans, moi, quelqu'un qui dit ça, à la limite, quitte à vous choquer un petit peu, peut-être, ou certains ou certaines d'entre vous, mais en novembre 2017, je ne suis pas certain de ne pas penser la même chose que le président de la République. Je le dis honnêtement.
Et je me dis, quelqu'un qui dit ça, qui arrive à la tête de l'État à 39 ans, brillantissime et disruptif, il va nous montrer ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi vous pensiez peut-être cela en 2017 ? Parce que je pensais le service public très orienté vers une couleur politique et me choquant par moments, et puis d'une qualité qui n'était pas par rapport à son coût pour le contribuable que j'étais à l'époque, pas forcément en rapport avec ce que j'attendais. Voilà, parce que le rapport qualité-prix, c'est pas une honte d'en parler, y compris pour le service public. Et donc il s'est passé deux choses. Il s'est passé du temps, il s'est passé le fait que je sois élu sénateur, que je sois nommé membre de ce conseil d'administration de Radio France, et je tiens à saluer la présence de Madame la Présidente au premier rang et de son secrétaire général. Et j'ai bien compris, pour la petite histoire, moi je suis musicien professionnel. Et mon premier cachet de musicien à l'âge de 18 ans, je l'ai fait dans cette maison. Je l'ai encore. Pas encadré, mais je l'ai encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai travaillé ce sujet et je me suis dit, le président de la République, lui, brillantissime, avec ses proches, vont nous montrer ce qu'ils vont faire comme réforme. Et là, je n'ai rien vu en 5 ans. Rien. Si ce n'est une régulation budgétaire, c'est-à-dire la honte, oui, par rapport à ce que ça coûtait, ce que ça produisait, il y a eu une trajectoire baissière, financière, qui a été respectée, qui a créé des sujets et des problèmes à chaque structure de l'audiovisuel public, parce que quand vous êtes sur un train et qu'on vous demande de baisser financièrement vos moyens et d'en faire plus et de répondre au sujet numérique, vous vous retrouvez le dos au mur et les présidentes et présidents de structures ont beaucoup de mal à gouverner, sans aucun cap. Sans aucun cap aujourd'hui. Donc, le financement par la CAP, très honnêtement, pour moi, la contribution à l'audiovisuel public, ce n'est pas une vache sacrée. Ce qui est sacré, en revanche, c'est... Et la question se pose toujours à l'envers. Je relisais un tout petit peu les notes, parce que j'ai un peu pour habitude de travailler quand on m'invite. Quel financement du service public pour quelle mission? La question est posée à l'envers. Tant que l'on ne déterminera pas politiquement, dans le sens noble du terme, des missions pour le service public de façon très claire, on ne pourra pas déterminer le financement qui doit l'accompagner pour réaliser cette mission. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. On ne donne aucune information de directive permettant de prévoir les dépenses de l'audiovisuel public, et on leur dit, non seulement vous devez faire avec ce que vous avez aujourd'hui, mais en plus vous devez développer le numérique et être les meilleurs. C'est intenable. Donc moi, ce qui m'importe dans le financement de l'audiovisuel public, c'est de déterminer les missions, le périmètre exact, faut-il tant d'antennes, faut-il tant de chaînes, et il n'y a pas de question taboue pour moi en tout cas. Et une fois qu'on a déterminé les missions, le périmètre et la gouvernance, là on peut se dire, j'ai besoin de temps pour financer l'audiovisuel public, et à ce moment-là, c'est ce que nous proposions dans le rapport avec mon collègue Roger Carucci, c'est de nommer une mission parfaitement indépendante qui dit, et pour la durée d'un quinquennat, pardon, j'aurais préféré que ça soit un septennat d'ailleurs, si on avait... Enfin, là je vais m'engager sur autre chose, mais on réforme beaucoup, vous voyez, en France. On réforme beaucoup, y compris ce qu'il ne faut pas réformer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a touché à la Constitution, c'était pour faire des inepties. Et celle-ci en est une. Mais on le paye aujourd'hui. Mais d'avoir un financement sur 5 ou 6 ans, et avec une mission, un petit peu, ça existe en Allemagne, une mission, et on pourrait le faire à la française, chargée d'observer si les crédits sont bien en face. Mais la contribution à l'audiovisuel public, c'est un crocodile empaillé. Julia Cagé, je vous demandais une réaction, bien sûr, mais avant ça, quelle était la philosophie politique de la redevance, quel était au fond son objectif et sa raison d'être, et surtout est-ce qu'elle vous paraissait pertinente aujourd'hui encore dans le paysage de l'audiovisuel français?
Bon, c'est vieux, hein, la redevance. Hein, ça remonte pour la BBC au début des années 1920. En France, ça a introduit en 1930 pour financer la radio publique. Et ensuite, c'est étendu pour financer la télévision publique. C'était quoi la logique? La logique, c'était d'avoir un financement affecté. C'est pas une logique propre à la France. Hein. La redevance, on la retrouve un peu partout. Elle a été réformée dans un certain nombre d'endroits. Elle a été supprimée dans un certain nombre d'endroits. D'ailleurs, ce qui nous montre plutôt ce qu'il faut pas faire, parce que le crocodile empaillé peut parfois s'avérer relativement utile, mais elle avait sa raison d'être. Et la raison d'être, c'est pas la redevance en soi. D'ailleurs, je vais pas défendre le mot redevance. Je pense qu'on souffre d'ailleurs d'avoir ce terme. La raison d'être, c'était d'avoir un financement affecté, c'est-à-dire un financement sans intervention du politique. Et on pourra discuter de ce qui a été fait aujourd'hui avec la TVA et ce qui s'annonce pour demain avec la budgétisation. On nous dit qu'il va y avoir un financement pluriannuel, mais vous verrez qu'en fait, et je pense que ça, M. Gonnet pourra ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas vraiment de financement pluriannuel possible, au sens où on peut toujours revenir dessus d'une année sur l'autre. Ça s'est fait avec les COM, et puis surtout, vous ne pouvez jamais engager ni lier les mains de la majorité suivante en cas d'alternance. Cette redevance, quand elle a été introduite comme financement affecté, elle a été introduite avec deux caractéristiques qui faisaient complètement du sens dans les années 30, 40, 50, 60 et plus aujourd'hui. La première caractéristique, c'était qu'elle était attachée au fait de posséder au départ une radio et ensuite de posséder un écran. Et la deuxième, c'était que c'était le même montant pour tout le monde. Pourquoi ça faisait du sens à l'époque? Parce qu'en fait, à l'époque, le fait d'avoir le même montant pour tout le monde, mais attaché au fait d'avoir une radio ou le fait d'avoir une télévision, c'est ça qui en faisait finalement un financement qui était un financement juste, où les plus modestes qui n'avaient pas la radio et qui n'avaient pas ensuite la télévision ne la payaient pas, et puis les plus aisés, parce que pendant longtemps, le fait d'avoir une radio, puis le fait d'avoir une télévision, puis ensuite le fait d'avoir une télévision en couleur, c'était pas le même montant pour la télévision en noir et blanc et pour la télévision en couleur, c'était finalement un espèce de marqueur social. C'est ça qui la rendait progressive. Aujourd'hui, du coup, ces deux caractéristiques se sont transformées en espèce de deux boulets au pied que malheureusement on n'a pas réformé, et hop, du coup, on prend l'arme atomique et on la supprime complètement. Premier boulet au pied, ça ne fait plus aucun sens d'associer la redevance au fait d'avoir un écran de télévision. Pourquoi? Parce que la plupart, enfin un nombre croissant de citoyens, et ça c'est le cas de tous les jeunes, ne regardent plus la télévision à la télévision. Ils la regardent, un chiffre là-dessus, 98% des foyers avaient, je tire de votre rapport, avaient une télévision il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 92%, donc c'est en chute libre. Oui, mais ils continuent à la regarder. C'est ça qui est intéressant. C'est pas qu'ils arrêtent de regarder la télévision, c'est qu'ils la regardent sur d'autres écrans, sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les téléphones. Ils la regardent aussi de manière moins en moins linéaire. Puis ici, quand même, comme on est à Radio France, il y en a aussi pas mal qui n'ont pas la télévision, mais qui écoutent la radio. Et ça, la réforme d'étendre la télévision soit à l'ensemble des contribuables, soit à l'ensemble des écrans, c'était quand même un premier pas à faire qui a été fait dans un certain nombre de pays. On prend souvent l'Allemagne comme exemple, mais ça a été fait d'une autre manière en Italie. Ça a été directement associé à la facture d'électricité. On peut se dire que si on n'a pas l'électricité, il y a peu de chances qu'on écoute la radio ou la télé. Mais à partir du moment où vous payez votre facture d'électricité, vous pouvez contribuer au financement de l'audiovisuel public. Premier défaut. Deuxième défaut, ce qui avant était quelque chose de progressif, vous avez une télé, vous avez plus de moyens, vous payez, vous en avez pas, vous payez pas. Aujourd'hui, 138 € par foyer et par tête, ça s'appelle un impôt injuste. Il y a quand même des raisons pour lesquelles on a inventé la progressivité de l'impôt, c'est qu'on veut que les plus modestes contribuent un petit peu moins et puis que les plus aisés contribuent un peu davantage. Il y avait certaines exemptions, mais pour l'essentiel, que vous soyez aujourd'hui au SMIC ou que vous gagnez 4 ou 5 SMIC, vous payez tous 138 €. Et cette injustice-là, c'est ça qui fait que ça rendait finalement le fait de payer la redevance d'une certaine manière inacceptable. Et c'est là que Emmanuel Macron, politiquement parlant, se fut finement joué, a fait cette annonce et a eu cette intuition politique de dire en pleine campagne, ça a été sa première annonce de campagne quand même, sa première mesure de campagne, de dire écoutez, je vais rendre à tout le monde 138 €. Ça se passe en plein milieu de la guerre en Ukraine, vous avez de l'inflation, vous avez des difficultés en termes de pouvoir d'achat, et le problème c'est que la plupart des citoyens ne voient pas la conséquence concrète. Je ne sais pas si vous avez reçu chez vous, moi je l'ai gardé aussi encadré, mais alors c'est plutôt preuve d'un certain cynisme de ma part, la petite lettre qui vous a indiqué que le gouvernement avait eu la gentillesse de vous rendre 138 € cette année. Mais le problème c'est qu'on ne voit pas ce qu'on nous a enlevé en face. Alors d'une part, cette année, a priori, on l'a récupéré sur la TVA, donc c'est simplement de l'argent qui ne sera pas utilisé pour d'autres choses, mais surtout ce qu'il faut interroger, c'est le risque à long terme, c'est-à-dire ces 138 €, ils servaient à quelque chose. Là, on les a rendus
entre guillemets, en pouvoir d'achat, mais la question c'est comment on va faire pour financer ce bien public qu'est l'information. Je redis que si l'un d'entre vous souhaite réagir, il est évidemment bienvenu à le faire. Il suffit de lever la main et un micro vous sera porté. Jean-Raymond Hugonet, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit et une réaction aussi peut-être au choix du gouvernement qui est à long terme, du moins, on comprend que cette redevance va être affectée au budget de l'État, en tout cas que c'est une part du budget de l'État qui va financer désormais l'audiovisuel public pour environ 3,7 milliards d'euros par an. Alors, d'abord, j'apprécie toujours la réflexion de Julia Cagé qui, voilà, y compris en termes historiques, profondeur de réflexion sur l'audiovisuel, forcément, j'écoute. Il y a à partir d'un moment où, quand on verse vers quelque chose de plus politique, encore une fois, au sens noble du terme, là, je suis plus réservé. Dans la mesure où l'indépendance, est-ce que vous vous rappelez du budget 2020 ? Quand on parle de la contribution à l'audiovisuel public, la redevance a été baissée de façon cynique d'1 €. Qui a voté derrière ? C'est le Parlement qui a voté. Si le Parlement avait voté, cas d'école par l'absurde, moins 10 €, ça aurait été moins 10 €. Si le Parlement avait voté plus 10 €, ça aurait été plus 10 €. Donc cette histoire c'est un symbole d'indépendance, mais c'est absolument pas une indépendance, la contribution à l'audiovisuel public. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, encore une fois, la difficulté... Je me permets juste d'intervenir. Oui. On pourrait vous rétorquer que affecter ou non des crédits budgétaires chaque année en fonction dans le cadre d'un projet de loi finance, c'est quand même plus aisé et politiquement plus facile que réformer une redevance ancrée dans le temps depuis... Oui, mais c'est ça, ancrée dans le temps, une espèce de tradition et de symbole. Je vous dis tout net, nous proposons une mission budgétaire. Encore une fois, ce qui est le plus important, c'est la confiance qu'il pourrait y avoir entre l'État, les structures de l'audiovisuel public et la représentation nationale. Et forcément, la nation. Si la confiance n'est pas là, ce qui est le cas aujourd'hui, la confiance n'est pas là, et c'est bien la raison pour laquelle il y a une peur, une crainte. Là où on peut se dire, aujourd'hui, quand le gouvernement a décidé une trajectoire financière baissière depuis 2018, par rapport à ce que le gouvernement, et je ne suis pas un soutien du gouvernement, mais je reconnais honnêtement que quand ils ont dit la trajectoire allait de point A au point B, ce qui a été versé aux structures de l'audiovisuel public a parfaitement respecté la trajectoire. Ils auraient très bien pu dire c'est l'inflation, c'est voilà, tous aux abris, parce que tout ça, quand même, mesdames, messieurs, se finance avec du déficit. Tout le monde l'a bien compris. Avec du déficit. Donc, au bout d'un moment, cette confiance s'établit quand on respecte sa parole. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de parole. Et le sentiment de crainte que je partage, c'est que ce soit les professionnels, que ce soit la représentation nationale ou toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de boussole et on ne sait pas où on va. On nous parle de contrat d'objectifs et de moyens. On a un avenant au COM, tout ça, qui va nous arriver là maintenant, début décembre, je l'ai déjà, il est transparent, il n'y a rien dedans. Peut-être un mot pour expliquer ce que sont les COM, les contrats d'objectifs et de moyens, qui sont ces contrats passés entre les établissements de l'audiovisuel public et l'État chaque année pour déterminer les moyens de ces établissements. Absolument. La seule chose qu'on a vue en 5 ans, c'est que ces contrats d'objectifs et de moyens sont maintenant harmonisés pour les structures de l'audiovisuel public français. On les a calés sur la même date calendaire, si vous voulez. La grande difficulté, c'est celle-là. C'est pas celle du financement. Le financement, à partir du moment où les Français auront décidé communément, et c'est ce que je vous ai dit au début, qu'il y a besoin d'un audiovisuel public, voilà, mais différenciant. Si on a un audiovisuel public qui s'amuse à singer les privés dont vous parliez tout à l'heure, mais alors à ce moment-là, on fait fausse route. C'est la raison pour laquelle on demande au Sénat que le premier identifiant, et là ça ne pose pas de question d'orientation politique ou autre, non, c'est un identifiant. Qu'est-ce qui est insupportable aujourd'hui quand on écoute une radio, une télé ou autre? C'est la publicité. Nous demandons à ce qu'il n'y ait plus de publicité sur le service public
français. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va retirer de l'argent. Pourquoi l'audiovisuel public français court après la publicité aujourd'hui et qu'on est obligé de caper le niveau de publicité? Mais parce qu'il a besoin de vivre. Et comme on lui demande une mission qu'il n'est plus capable d'assurer, il a besoin de ressources. Et aujourd'hui, aller demander à une structure de l'audiovisuel public qu'on lui retire la pub, ils vont vous dire non, c'est pas possible. Forcément, c'est avec ça qu'ils vivent. Sauf que si l'État prend la responsabilité de dire on ne va pas donner moins de moyens, mais on ne vous oblige pas à avoir une course, et là je parle beaucoup plus, excusez-moi, je mets la casquette du conseil d'administration de Radio France, mais bien évidemment que je regarde plus France Télévisions. Parce que si on voit réellement ce qui s'est passé à Radio France depuis des années, sur France Télévisions, excusez-moi, j'ai plus de mal à le voir. Et quand on parle de numérique et qu'on vous parle de Salto, tout le monde connaît Salto ici? Tout le monde connaît le prix aux contribuables français de Salto? Rappelez-le peut-être pour ceux qui l'ignoreraient. Oui, mais c'est 45 millions d'euros. Avec quelque chose où on s'associe avec justement des chaînes qui sont privées, c'est-à-dire on va essayer de singer le privé, on va être dans une association avec eux et qu'aujourd'hui on se retrouve au milieu du gué parce que les deux privés, on a refusé de les fusionner et qu'on va se retrouver France Télévisions tout seul. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de mission, de périmètre et de gouvernance. On va prendre quelques questions dans la salle. Avant ça, Julia Cagé, est-ce que vous pouvez expliquer, en quelques mots, le modèle de financement que vous défendez dans votre modèle, dans votre rapport, pardonnez-moi, que vous avez rédigé pour la Fondation Jean Jaurès, vous parlez d'un modèle norvégien, d'un modèle suédois, qui sont deux voies. Même il y a une troisième voie qui intègre la participation d'entreprises au financement de l'audiovisuel public. Voilà, trois voies pour moderniser la redevance, mais au-delà le financement de l'audiovisuel public. Quelle ligne vous défendez ? Alors, première chose, pourquoi j'ai écrit ce rapport pour la Fondation Jean Jaurès sur le financement de l'audiovisuel public? C'est quelque chose qu'on a décidé de faire assez rapidement au mois de juin, quand il y a eu les annonces du président de la République, et justement pour interroger si oui ou non il y avait un consensus ou pas sur le fait qu'il fallait supprimer la redevance. Et il se trouve que j'ai un peu fouillé, il n'y avait pas d'enquête sérieuse qui avait été faite sur la question. Il y avait des enquêtes parfois en direct dans des émissions de télévision, vous interrogez 200 personnes, mais personne n'avait vraiment enquêter les Français sur leurs préférences quant au financement de l'audiovisuel public. Donc j'ai tiré profit du fait qu'avec Le Monde, le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès, il y ait cette grande enquête électorale qui a été menée jusqu'à la fin du mois de juin, et on a inséré dans la vague de fin juin de l'enquête électorale des questions sur les préférences des Français face au financement de l'audiovisuel public. Et on leur a posé les questions tout à fait simplement. On leur a demandé, est-ce que vous voulez conserver la redevance telle qu'elle existe aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez faire ce que nous annonçait alors le président de la République, de la budgétisation? Donc en fait, c'est le gouvernement qui va voter chaque année, le Parlement, les ressources à allouer à l'audiovisuel public. Ou est-ce que vous voulez un autre modèle? Cet autre modèle, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Je me suis dit, il y a quand même des gens qui ont dû se poser la question avant nous de savoir comment bien financer l'audiovisuel public. Donc regardons ce qui s'est fait au cours des dernières années à l'étranger, ce qui n'a pas marché. En Espagne, par exemple, si vous regardez l'état actuel de leur télévision publique, ils ont supprimé simplement la redevance. Il n'y a plus aujourd'hui de modalité de financement, à part beaucoup de publicité, ça ne marche pas très bien. Et ce qui a fonctionné. Et ce qui était intéressant, c'était de voir les réformes qui ont eu lieu en Finlande en 2013, en Norvège en 2018 et en Suède en 2019. Dans les deux cas, surtout si vous regardez la Suède et la Norvège, les termes du débat, ils étaient exactement comme en France. Vous ne l'avez pas formulé comme ça tout à l'heure, mais je pense que c'est un peu ce que vous vouliez dire. Quand vous parliez de l'audiovisuel en 2017, la droite et l'extrême droite norvégienne et suédoise accusaient l'audiovisuel public d'être une bande de gauchistes et d'être financé par un impôt injuste qui ne pesait pas sur l'ensemble de la population. Et donc il y a une réflexion qui a été mise en place, qui a été de dire, on va élargir l'assiette à l'ensemble des contribuables, et puis deux, on va en faire un impôt qui est un impôt juste. Dans un cas, ils ont fait une contribution qui est une contribution proportionnelle, donc en pourcentage du revenu. 1% du revenu de mémoire ? 1% du revenu, mais alors c'est capé pour les plus hauts revenus.
C'est-à-dire que c'est 1% du revenu. Pour les plus bas revenus, ça leur a fait une vraie baisse, mais personne ne peut payer l'équivalent d'un peu plus de 200 € aujourd'hui de redevance en Norvège. Et puis, en Suède, ils ont fait quelque chose de progressif. Donc, exactement ce que vous avez aujourd'hui avec l'impôt sur le revenu. Vous avez un taux marginal d'imposition qui va augmenter avec votre revenu. Donc ça en fait vraiment un impôt qui est juste, où les plus modestes contribuent moins et où les plus aisés contribuent davantage. Ces deux réformes ont donné lieu à des débats politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elles sont passées, aujourd'hui, en Norvège, en Suède, comme en Finlande d'ailleurs, il n'y a plus de discussion autour du financement de l'audiovisuel public, ce qui paraît d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle en Suède quand on voit les scores réalisés par l'extrême droite aux dernières élections. Parce que quand on compare par rapport à ce qui a pu se passer en Hongrie ou en Pologne, on est assez content qu'on ait au moins arrêté en Suède un financement affecté, stable et a priori pérenne de l'audiovisuel public. Donc ce qu'on a fait en fait dans le rapport avec la Fondation Jean Jaurès, c'est qu'on a enquêté les citoyens sur ces différents modèles. On leur a dit, vous voulez la budgétisation, garder la redevance comme elle existe actuellement, la remplacer par un financement progressif, la remplacer par un financement proportionnel ou la remplacer par un financement proportionnel avec une petite part de financement d'entreprise. Et ce qui est vraiment frappant dans les résultats de cette enquête, et c'est pas un petit sondage, hein, c'est 12 000 personnes enquêtées en termes de qualité de ce qui se fait en sondage, on fait pas mieux aujourd'hui en France. Ce qui est frappant, c'est que la grande majorité des Français souhaitaient remplacer la redevance par un financement soit progressif, soit proportionnel. Ensuite, venait un peu derrière le fait de la conserver comme telle. Et puis la budgétisation arrivait loin derrière des résultats de l'enquête. On était en dessous de 20%. Ce qui veut dire qu'en fait, les Français sont attachés au fait d'avoir un financement affecté de l'audiovisuel public. Ils veulent le rendre plus juste, mais ils veulent le conserver. Et ce qui était intéressant aussi, parce que tout à l'heure, vous parliez des intuitions politiques d'Emmanuel Macron, c'est que, y compris parmi les électeurs de La République En Marche, la solution de la budgétisation arrivait loin derrière. Uniquement parmi les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, la budgétisation ou la suppression l'emportait sur le fait d'avoir une réforme. Et là, pour le coup, il y a une véritable logique, puisqu'on est parmi les électeurs de partis qui, eux, sont, de toute évidence, pour la privatisation, voire la suppression, mais bon, dans leur formule préférée, la privatisation de l'audiovisuel public. Bon, si vous voulez le privatiser, il n'y a plus besoin de le financer avec de l'argent public. Mais c'est là où je pense qu'il y a eu quand même une occasion manquée, déjà, c'est-à-dire y compris des gouvernements précédents. Je pense que si on avait fait la réforme de la contribution à l'audiovisuel public bien avant, il n'y aurait pas eu la suppression aujourd'hui. Mais là où je trouve qu'il y a une deuxième erreur aujourd'hui, c'est la manière dont ça a été fait. Parce qu'en fait, avec le choix de la TVA, sur lequel on va devoir revenir dans 2 ans, en 2024, oui. D'ici 2024, il faudra trouver une autre solution. Mais entre-temps, vous avez envoyé à tous les Français une lettre. Vous leur avez dit, on vous a rendu 138 €. Maintenant, c'est la TVA. Les gens ont l'impression que c'est complètement indolore. Il se trouve que c'est encore plus régressif comme impôt que la contribution à l'audiovisuel public. Et bon, ça passe comme une lettre à la poste. Allez dire aux Français politiquement dans 2 ans que vous réintroduisez une nouvelle taxe pour financer l'audiovisuel public, politiquement, c'est injouable. Ça ne passera pas. Donc en fait, ils ont tué un système sans solution de remplacement, mais en faisant simplement en sorte qu'on ne puisse pas le réintroduire de manière modernisée. On va prendre une ou deux questions rapides, si vous en avez. Est-ce que des mains ou des doigts... Il y en a une qui est là-bas. Est-ce qu'on associe à celle-ci une deuxième question ? Bonjour, merci. Alors, bonjour. Une question un pas de côté, mais qui me paraît quand même très très liée, sur le financement du privé également. Est-ce que ces réflexions autour du financement du public peuvent être aussi adaptables à du financement privé pour remplacer les financements par la publicité, qui me paraissent être très très problématiques aussi sur le privé? Jean-Raymond Hugonet, peut-être, monsieur le sénateur? Je ne sais pas si j'ai parfaitement compris la question, mais... Est-ce que le financement par la publicité a sa place également sur le privé, dans le secteur privé, c'est bien ça? Non, pardon. Comment faire en sorte de supprimer également la publicité comme financement dans le secteur privé? Non, alors, il y a 3 types... Peu ou prou. Il y a 3 types d'audiovisuels. Je vous en prie, pardon. Le gratuit qui se paye avec la publicité. Il y a le payant, Canal+, voilà, et puis il y a le public. Si vous supprimez la publicité sur le privé,
sauf à ce qu'il y ait un mécène, ça nous renvoie au préféré de Julia Cagé, ça ne va pas fonctionner, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment en tout cas. Mais c'est vraiment les trois types. Donc le privé gratuit se finance grâce à la publicité, c'est tout. Julia Cagé, peut-être sur cette question, et puis plus généralement en mot de conclusion, on a encore 2 minutes. Vaste mission, non pas de service public, mais de Julia Cagé. Je voulais juste rebondir, parce que tout à l'heure, merci à Julia Cagé d'avoir fait le décodeur, mais je crois m'être bien exprimé. Je ne visais pas le côté politique, même si effectivement beaucoup de Français pensaient que le service public, c'était une bande de gauchos. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Non, je visais bien le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ce qui sortait par rapport à ce que ça coûtait, par rapport justement à ce qui sortait sur des chaînes privées... L'équivalence donc entre les moyens affectés et la qualité de l'information. Le rapport qualité-prix. Appelons une chose par son nom. Mais prenons-le. Enfin, j'aime pas. Moi, je défends l'idée que l'information est un bien public, donc qu'il faut le sortir de la logique. Oui, mais il n'y a pas que l'information. Non, mais j'aurais pas du coup défini ça en termes de rapport qualité-prix. On peut rediscuter de Salto, même si je pense que Salto se serait fait sans TF1 M6 si le service public de l'information avait eu davantage de moyens de le faire, et ça aurait été bien mieux. Mais ce qui est quand même intéressant sur ce que vous dites, je ferai les maths pour la prochaine fois qu'on débattra ensemble. Je pense qu'en fait, ramener en termes de points d'audience, par exemple, si vous prenez la radio publique, les moyens de la radio publique par rapport à la radio privée, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix tel que mesuré par les préférences des téléspectateurs et des auditeurs, on est bien au-dessus pour l'audiovisuel public que pour l'audiovisuel privé. Sauf que pour l'audience, alors Xavier Domino va se boucher les oreilles, mais sauf que là, vous êtes souvent contre les positions dominantes. Le service public sur les radios est en position dominante. Ils ont plus de 50% des antennes et ils ont droit de préemption sur les antennes. Vous allez expliquer à quelqu'un du privé si c'est... Conclure. Ah oui. Vous concluez, mais en 30 secondes. Non, je veux quand même dire... Vous arrivez en 30 secondes à encapsuler et une réponse et une conclusion. Donc, je vais juste dire le mot gouvernance alors. Et c'est ça qui est important, parce que tout à l'heure, vous nous rappeliez que la contribution à l'audiovisuel public, c'était pas la garantie de l'indépendance. C'est pas la garantie de l'indépendance. C'est une condition nécessaire à l'indépendance. La deuxième condition nécessaire à l'indépendance, et le cumul des deux, ça fait plutôt une condition suffisante, c'est une gouvernance indépendante, une gouvernance démocratique. En l'occurrence, en termes de position dominante, c'est pas exactement la même gouvernance. Vous avez un directeur, une directrice. Attention, il n'y a que des directrices ici, c'est ça que j'aime bien à Radio France. C'est le contraire du département d'économie de Sciences Po. Vous avez une directrice à France Culture, à France Inter, vous avez un directeur à France Info. Donc chacun, d'une certaine manière, a son indépendance, et je pense qu'il ne serait pas très heureux que vous les mettiez dans le même sac en termes de position dominante sur le marché. Merci beaucoup à tous les deux, et au moins on sait que le prochain débat entre vous deux sera animé. Merci à Julia Cagé et Jean-Raymond Hugonnet. En tant que journaliste, malheureusement, on doit conclure. Merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais quand même faire une petite conclusion sur ce sujet, parce que j'ai trouvé que vous aviez quand même un réquisitoire un petit peu dur sur les services publics. Donc je me permets quand même de dire que pour un budget d'environ 560 millions d'euros, je pense que vous le connaissez probablement mieux que moi, 3600 salariés, une radio qui est première radio de France, une radio qui est première podcastable en France, France Culture, France Info, troisième radio de France, et des missions qui sont très claires. Il suffit juste de taper Mission Radio France et vous trouverez toutes les missions des services publics. Voilà, vous avez eu un réquisitoire, je trouve, assez dur, pour des moyens qui sont plutôt contraints. Radio France a une mission d'information, d'animation des territoires également. Par ailleurs, quand il y a des alertes, ne serait-ce que d'alertes à séisme, voilà, elles passent sur nos antennes. Enfin voilà, je préférais quand même le préciser. En tout cas, merci pour votre présence, et merci pour ce cachet à Radio France que vous avez bien rendu ce soir, j'ai trouvé. Merci beaucoup.